Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission Magazine Santé. Et à l'occasion de la semaine de sensibilisation des maladies mentales, nous vous proposons dans cette émission un sujet un peu tabou et silencieux. On parlera de la dépression. Voir tout en noir, se sentir déprimé, tout le monde connaît. Mais quand cette situation persiste et dure, dans ce cas, on parle d'une dépression majeure de plus en plus courante. De retour en studio avec mes invités, Joël Monzé, docteur en neurologie et psychothérapeute à l'Institut de développement d'enfants et de la famille. Bonjour, docteur. Bonjour. Et avec moi aussi, docteur surprenant, psychologue à la clinique Montréal Psychologie, ou Montréal Psychologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Monzé, je commence par vous. Ça vous arrive-t-il d'être un peu déprimé dans la vie quotidienne, comme ça? Je dirais que ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de la vie. Il y a des moments où on est parfois découragé de ce qu'on voit autour de nous. Il y a des moments où on est plus fatigué. Il y a une expression que je dis parfois à mes patients, on est le seul mammifère qui voulons plus performant pendant l'hiver que pendant l'été. Pendant l'été, on voudrait prendre des vacances et pendant l'hiver, il faut vraiment performer, alors que la plupart des mammifères sont en train d'hiberner. Donc c'est un petit peu normal que la déprime saisonnière arrive, qu'on manque d'énergie, qu'on ait le goût de rester plus longtemps dans le lit à certains moments ou simplement de prendre un bon roman. Donc, ceci, on n'appelle pas ceci une pathologie, c'est une déprime normale que tout le monde pourrait se sentir. Mais d'après vous, docteur Surprenant, je retourne à vous. D'après vous, qu'est-ce qui est une dépression? Bien, la dépression, c'est essentiellement, sur le plan psychologique, une perte d'énergie, une perte d'intérêt, et qui amène d'autres facteurs, comme des troubles de concentration, des troubles de sommeil. Ça amène d'autres facteurs. Mais essentiellement, à la base, c'est une perte d'énergie. C'est quelqu'un qui, tout à coup, moins d'énergie et ça l'amène à avoir moins d'intérêt à faire des choses, à être moins actif vers des objectifs spécifiques. D'accord. Vous m'avez fait un schéma qui ressemble à une équation d'Albert Einstein que j'ai rien compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce schéma-là qui dit que E égale à aspect, c'est aspiration, c'est bien ça? Oui, multiplié par les sortes de sentiments de rapprochement ou de sentiments d'éloignement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail qu'est-ce que ça signifie? Oui. Alors, je suis parti de l'observation du fait que, essentiellement, la dépression était une perte d'énergie. Alors, je me suis posé la question inverse. Comment on pourrait créer de l'énergie? Et la formule auquel je suis arrivé, c'est d'identifier le fait que l'énergie provient d'un multiplicatif. Il faut avoir initialement des aspirations ou un objectif. Et il faut avoir le sentiment de s'en rapprocher de cet objectif-là. Alors, si on a ces deux composantes-là, ça va nous donner de l'énergie. Aussi simple que si aujourd'hui, je me dis, il faut que je fasse mon ménage, je me donne ça comme objectif, eh bien, si vous réussissez à le faire, vous allez gagner de l'énergie. Vous allez être content de vous, vous allez gagner de l'énergie, et ça va vous amener, vous projeter vers autre chose. Tandis qu'à l'inverse, si vous avez une aspiration, puis vous avez le sentiment de vous en éloigner, vous perdez de l'énergie. C'est-à-dire d'avoir confiance en soi, de faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez des expériences qui vous amènent à ne plus croire en vos objectifs, vous allez perdre confiance en vous. Ce sont des conséquences. Mais dans les faits, l'aspiration, si on a un sentiment d'éloignement, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose, des fois c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment responsable. On peut perdre son emploi et puis sans être vraiment responsable. Et ça va amener quand même une confrontation à nos valeurs. Est-ce qu'on va être capable de se repositionner sur le plan du travail? Donc, ça nous confronte à nos capacités. Donc, il faut avoir le sentiment de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et si on a ce sentiment-là de pouvoir s'en rapprocher, on va gagner d'énergie. Mais si
parce qu'on a perdu notre emploi, puis qu'on retourne ça contre soi en se sentant coupable ou en se sentant moins compétent, eh bien là, tout à coup, on a un sentiment d'éloignement de notre objectif de réussir, de réussite sociale pour avoir un travail. Et là, la personne va passer une phase dépressive qui va l'hypothéquer ensuite, parce qu'évidemment, comme on dit, pour se trouver un emploi, il faut déjà bien se présenter, il faut croire en soi. Alors, donc, à ce niveau-là, il ne faut pas se présenter avec des sentiments dépressifs. Donc, tout ça se passe dans la tête, comme on dit. Bien, sur le plan psychologique, moi, Oui. c'est ça ma profession. D'accord. Alors, Docteur Monzé, est-ce que la dépression, c'est une maladie d'abord? Et si c'est une maladie, est-ce que c'est une maladie proprement médicale et neurologique ou c'est autre chose? Mais en fait, pour la majorité des gens, dès le départ, la question, elle est fausse. Dans le sens que tout est neurologique. Je vous parle, c'est neurologique. J'aime, c'est neurologique. J'ai des pensées, des sentiments, de l'action. Je veux jouer avec un ballon de basket ou de soccer, c'est neurologique. Donc, de vouloir essayer de séparer la partie, comment dire, le substrat physiologique de l'exploration comportementale qu'on va pouvoir faire à l'extérieur, c'est une fausse question qu'on se pose depuis des générations et des générations et qui, finalement, nous a peut-être éloignés du gros bon sens pour aider les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parliez tout à l'heure des différents aspects, quand j'ai des aspirations, mes aspirations, mes rêves, ils sont engrammés sur des fantasmes que je me suis créés depuis ma petite enfance, sur l'idée de moi, sur l'idée de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans ma vie, comment est-ce que je peux être, par exemple, Joël, proprement dit. Oui, Joël fait des choses, mais au-delà de ce que Joël peut faire, qui est-ce qu'il est, Joël? Mais tout ça, ce sont des représentations neurologiques dans ma tête. C'est la même chose pour vous deux, c'est la même chose pour les téléspectateurs. Donc, de vouloir séparer le psychologique du neurologique, c'est pour moi un faux problème parce que les deux sont intimement liés. La question, c'est si jamais il y a un moment donné où nos comportements commencent à représenter refléter une difficulté, de quelle manière je vais intervenir? Alors, pour certaines personnes qui sont à risque de suicide, l'usage d'un médicament qui va forcer une réponse du système nerveux est peut-être nécessaire, mais dans la plupart du temps, c'est avant tout le revisiter, de réactualiser nos aspirations, nos objectifs de vie, qui va faire en sorte que le sentiment de dépression, l'étape dépressive va disparaître de lui-même, en fait. C'est une rééducation personnelle, si vous voulez dire? Mais j'aurais envie de dire, c'est de revisiter, dans le sens que nos objectifs, quand on est adolescent, quand on se confronte contre papa et maman, et qu'on se dit, ben moi, ma vie, je veux lui donner telle direction. Par exemple, je veux être papa de famille, je veux avoir un métier qui gagne beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Donc, on se donne une certaine direction. On arrive vers la quarantaine, nos enfants sont des adolescents, ou on arrive à un moment de notre carrière que, est-ce que ce que j'ai choisi à 20 ans, c'est encore d'actualité ou pas? Et si je ne me pose pas cette question, ou que je n'arrive plus à m'adapter à l'ensemble des stresseurs de la vie courante, mais mon corps, j'aime beaucoup votre expression quand vous disiez manquer d'énergie, c'est comme si l'énergie du corps, elle n'est plus là. C'est qu'il y a des réactions chimiques qui ne se font plus dans le corps et qui donnent une certaine impression de lourdeur, on n'a plus l'énergie, on n'a plus le goût de se battre, on n'a plus le goût de faire ça. C'est simplement une invitation à revisiter justement nos valeurs, nos choix, notre métier, notre travail, la manière dont on interagit avec nos enfants, notre environnement. Et parfois, on a besoin du médicament pour pouvoir éviter un drame, mais ce n'est pas le médicament en général qui va nous guérir. D'accord. Et après cette pause, on va continuer avec mes invités en studio et on va vous voir tout de suite après ceci. De retour au studio avec mes invités et je retourne à Dr Surprenant. Dr Surprenant, tellement selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression risque de devenir la deuxième infection, la deuxième maladie dans le monde d'ici 2020. Il arrive même à dire que la dépression est un cancer du siècle dans les sociétés modernes.
Est-ce que ceci n'est pas un peu exagéré? Ben, je dirais un peu boiteux comme comparaison. Peut-être qu'en incidence, la proportion, oui, on dit qu'une personne sur 5 va être atteinte au cours de sa vie de symptômes dépressifs. Alors, c'est, oui, important, peut-être même plus que l'incidence du cancer. Mais en termes d'analogie, le cancer et la dépression, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'on n'est pas confronté du tout à la même chose. Le cancer est beaucoup plus encore relié à des problèmes face à la mort, parce qu'on est confronté souvent à ça. Peut-être moins maintenant, il y a des cancers qu'on traite de plus en plus. Mais la dépression est moins associée à l'idée de mourir. C'est plutôt de l'idée de ne pas bien fonctionner, l'idée d'être malheureux. Vous voulez dire que ce n'est pas une pathologie majeure? Oui, mais globalement, pas autant qu'on ne peut pas l'associer autant à la mort, hein, que le cancer. Docteur Monzé, comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui est seulement déprimé, comme on connaît souvent, que tout le monde connaît, ou quelqu'un qui est vraiment atteint d'un épisode dépressif majeur? Comment vous pouvez distinguer ces deux caractères? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans les deux cas, on rencontre les critères du DSM, qui est notre Bible en psychopathologie. Mais si je me réfère au DSM-3, qui est la 3e version de notre fameuse Bible, on est actuellement dans la 5e version, on faisait la différence entre une dépression endogène et une dépression exogène. La dépression endogène, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la vie de tous les jours, quelle que soit la question qu'on pose à la personne, qui peut éventuellement expliquer les comportements de type dépressif. Et c'est probablement dans des cas pareils une vraie dépression sur laquelle les antidépresseurs vont avoir un impact majeur et bénéficiaire. Ce n'est pas la seule manière de guérir la personne. La psychothérapie va faire exactement la même chose et l'activité rythmique cyclique va faire aussi la même chose. Dans les 3 cas, c'est 3 à 12 mois pour pouvoir retrouver une santé adéquate. La dépression exogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend d'un ensemble de facteurs extérieurs. Ça veut dire, par exemple, le métier dans lequel je me suis impliqué, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Peut-être que ça m'a fait triper à 20 ans, mais aujourd'hui, à 40 ou à 60 ans, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Ça veut peut-être dire que la vie de famille que j'avais idéalisée, qui malheureusement, la vie fait en sorte que c'est peut-être pas exactement ce que je vis n'est pas nécessairement mon idéal, et on revient à votre schéma de tout à l'heure. D'accord? Donc, il y a une problématique là. Il y a souvent des gens qui se sont lancés corps et âme dans leur travail ou dans leur famille ou comme parents, comment dire, vous savez, les aidants naturels qui vont dépenser de l'énergie folle pour le service des autres avec tout leur cœur et qui, à un moment donné, n'ont plus aucune énergie. Vous avez des gens qui n'ont pas appris à stimuler leur résilience, qui ne savent pas comment faire quand ils frappent un mur, comment faire pour se relever, pour atteindre des objectifs. Donc, c'est un manque de stratégie gagnante. Vous avez des personnes qui ont eu un papa ou une maman un peu dépressif ou un peu beaucoup dépressif et qui ont imaginé, c'est comme ça qu'on est quand on est plus âgé. Donc, par mimétisme, l'image qu'ils se sont intégrés d'être un homme ou une femme à 40 ans, c'est d'être dépressif, comme papa ou maman pouvaient l'être. Donc, on se rend compte qu'il y a un paquet de comportements qui peuvent se faire et s'expliquer autrement. Et les neurosciences nous démontrent aujourd'hui que c'est corrélé avec ce qui se passe dans le cerveau. On peut avoir 9 zones différentes dans le cerveau qui vont donner les mêmes symptômes du DSM. Et c'est là que l'intervention pour vraiment essayer de regarder tout ce qui se passe dans la vie de la personne va nous aider à voir est-ce que c'est vraiment une dépression endogène ou c'est une dépression exogène. Donc, docteur Surprenant, si on suit la logique des docteurs Monzé, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une dépression, mais il y en a des dépressions différentes, dans des formes différentes, je veux dire. Oui, c'est sûr qu'il faut évaluer ça cas par cas pour chaque personne. Mais moi, si quelqu'un m'arrive en état dépressif, je vais utiliser la formule et je vais me poser la question, qu'est-ce qui a entraîné cette dépression-là? Donc, c'est où qu'il y a une perte, c'est où que l'individu subit une perte d'énergie. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui l'amène à croire qu'il y a un objectif de vie ou une aspiration qui ne peut pas être réalisé.
Si on prend l'exemple du burn-out, parce que je pense que c'est intéressant de le distinguer de la dépression aussi. Le burn-out, c'est effectivement quelqu'un qui est rendu dysfonctionnel au niveau du travail. Mettons, si on le spécifie davantage par rapport au travail, habituellement le burn-out. Donc, cet individu-là est rendu dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de fonctionner au niveau de son travail. Mais si on regarde ailleurs dans sa vie, c'est possible qu'on trouve quelqu'un d'actif, quelqu'un qui peut fonctionner très bien sur le plan familial, dans ses activités de loisirs. Même s'il est dépressif. Même s'il est en burn-out. En burn-out, je veux dire. S'il est en burn-out. Donc, le burn-out, il va cibler une chose spécifique. Donc, en l'occurrence, habituellement, le travail. Et c'est par rapport au travail. Donc, on peut très bien se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au travail pour que cet individu-là perde autant d'énergie par rapport à cette composante-là. Et souvent, on retrouve des gens qui ne vont pas juste investir au travail le fait de faire bien son travail, mais ils vont investir dans leur travail le fait de gagner une estime de soi, une reconnaissance plus grande que la normale des gens. Je dirais que pour moi, c'est tellement important de gagner l'estime de mon patron que je vais travailler plus que les autres. Alors, à ce niveau-là, donc, je suis un bon travailleur, je vais mettre toute mon énergie, je vais être exemplaire, mais la journée où je vais comprendre que pour mon patron, c'est pas important, que même qu'il y a d'autres choses de plus importantes que ce que je fais, bien là, je vais perdre mon aspiration. Je vais perdre l'aspiration de gagner de l'estime de soi, l'estime de mon patron, et je vais tomber en burn-out. C'est-à-dire, j'aurai plus d'énergie à investir ce travail-là parce que l'objectif que je poursuis ne peut plus être atteint. Mais ça reste une dépression. Ça reste essentiellement une perte d'énergie. Ça reste une personne qui est plus capable de fonctionner, sauf que c'est ciblé dans un secteur spécifique. Et s'il se retrouve dans sa famille, puis il est aimé de sa femme, de ses enfants, bien, on va retrouver quelqu'un qui va retrouver de l'énergie à cet endroit-là. Et donc, cette énergie-là qu'il gagne ailleurs va l'aider à pouvoir se questionner pour se trouver un autre emploi ou trouver la solution à ce problème-là, ou l'amener à investir d'une façon plus raisonnable son travail. Donc, ça prend d'énergie pour ça. Si la personne est en dépression, c'est qu'on parle là de quelqu'un qui est atteint à plusieurs niveaux et donc qui commence à plus être fonctionnel dans plusieurs sphères de sa vie. Bon, après la pause, docteur, si vous me permettez, après la pause, on revient et on continuera avec Dr Monzé avec une question très intéressante. Après ceci. De retour avec Dr Monzé. Dr Monzé, est-ce qu'on peut traiter la dépression sans médicaments? Je veux dire, s'il y a d'autres méthodes, parce que là maintenant, quand on a une dépression, on s'en va à l'urgence, on s'en va à l'hôpital ou chez un médecin pour prescrire les antidépresseurs. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut traiter la dépression sans médication? Oui, j'aurais envie juste de dire une chose avant. Si on a des risques de suicide, il ne faut pas se poser la question, la médication devient un outil nécessaire pour que les professionnels comme Dr Surprenant ou moi, et peut-être vous, en tant que médecin, vous allez pouvoir agir parce que la personne, on l'a stabilisée. Le médicament va être nécessaire pour stabiliser quelle que soit la forme de dépression qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'exception des dépressions que je disais tout à l'heure, endogènes, qui sont vraiment reliés à la zone sur laquelle le neurotransmetteur, sur lequel agit l'antidépresseur va jouer, à ce moment-là, le médicament ne fait que de normaliser un tout petit peu le comportement, mais ne peut pas guérir. D'ailleurs, la plupart des psychotropes, donc les médicaments que l'on va utiliser pour jouer dans notre cerveau, ne vont pas guérir.
la personne. C'est en fait le travail qu'on peut faire avec le soutien du médecin, le soutien du professionnel de la santé comme un psychologue, un psychothérapeute, le soutien de la famille, le fait de faire du sport qui va vraiment donner un environnement à la personne qui va lui permettre de pouvoir arriver à se réactualiser. Alors, si je reprends la dépression endogène, d'accord, il y a 3 méthodes qui ont été bien identifiées pour pouvoir arriver à guérir la personne. C'est le médicament en lui-même, c'est la psychothérapie et c'est l'activité rythmique cyclique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du vélo, c'est de la course à pied, de la marche rapide pendant au moins 30 minutes par jour, au moins 4 fois par semaine, de manière à stimuler. C'est que on a remarqué que ça va travailler sur les neurones qui sont responsables de la dépression. Et quand on regarde à long terme, la solution la plus efficace et la plus durable des 3, c'est l'activité physique. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a changé nos habitudes de vie. Ça fait que la personne, elle se prend au moins 30 minutes par jour pour aller marcher avec son chien, pour aller faire du vélo, pour aller se promener avec son gars ou son voisin. Et ça fait quelque chose qui modifie les habitudes de vie. C'est comme un exercice. Exactement. On fait l'exercice à nos neurones. Tout à fait. Et puis même pour le corps, quand tout à l'heure vous parliez d'un manque d'énergie, c'est certain que dans mon corps, je vais avoir une activité qui est très tonique, où je vais avoir de l'adrénaline, le cortisol, la testostérone qui vont être libérés pour pouvoir avoir cette fameuse énergie et relever les défis que je me donne. Mais quand je n'ai plus cette énergie-là, je m'effondre, c'est plus mon système parasympathique qui va embarquer, j'ai plus d'énergie, et ainsi de suite. Donc, si je fais de l'activité physique... Comme un cercle vicieux, là, exactement. Si on reste sans vraiment briser ce cercle, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Donc, si je fais de l'activité physique, si je mange bien, parce qu'on voit de plus en plus que la qualité de la nourriture va avoir une influence directe sur notre état mental, si je donne du sens à ma vie, si je révise mes aspirations, il y a toute une série de choses qui sont nécessaires. Alors, comme je disais tout à l'heure, le médicament va être là éventuellement pour normaliser le comportement, ne serait-ce que parce que je ne peux pas quitter mon emploi aujourd'hui, donc peut-être que j'ai besoin du médicament. En cas d'urgence. Un cas d'urgence ou un cas nécessaire, mais en général, ce n'est pas le médicament qui va faire en sorte que je guéris, c'est tout ce que je fais aux alentours. D'accord. Docteur Surprenant, si par exemple je me sens... je soupçonne moi-même que je me sens dépressif. Que dois-je faire? Est-ce que je m'en vais voir un médecin à l'urgence ou aller vous consulter directement? Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne qui se croit qu'il est peut-être dépressive? Je pense que la porte d'entrée, c'est vraiment de consulter un psychologue. Habituellement, dans notre société, les gens vont consulter leur médecin généraliste. Et ça, c'est plus dans le cas où on commence à être dysfonctionnel. C'est sûr que pour avoir un papier médical, si on sent qu'on n'est plus fonctionnel au travail, il faut consulter son médecin généraliste. Mais sur le plan psychologique, c'est de consulter un psychologue. C'est lui qui devrait être en mesure d'évaluer le besoin à d'autres niveaux. Donc, ça ne prend pas une référence médicale. Il pourrait être, c'est-à-dire s'adresser à un psychologue directement ou à un psychothérapeute. Oui, tout à fait. D'accord. Et on est formé aussi pour faire la différence entre une situation d'urgence ou non, dans le sens que si on rentre à travers un psychothérapeute, un psychologue, on va pouvoir avoir le temps que le médecin de l'urgence n'aura pas d'évaluer l'ensemble des facteurs de la vie. Et notre formation nous donne les éléments nécessaires pour voir, là, il faut vraiment qu'il y ait un suivi médical en parallèle avec le suivi psychologique. Et alors que le médecin, le médecin a moins de temps pour explorer tout ça. Il va voir les critères et si la personne est vraiment à bout, le médicament va être là. Docteur, je suis un fervent de la prévention. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut prévenir la dépression? Docteur Monzé. J'aurais envie de dire, la dépression, c'est comme la vieillesse, ça fait partie de la vie. Dans le sens qu'il y a tôt ou tard, dans une vie de 80 années qu'on va vivre sur la Terre, qui est plus ou moins la moyenne d'âge qu'on va vivre dans notre pays, il y a une nécessité de revisiter nos valeurs, nos engagements, nos implications. Donc, ça va faire partie de la vie. L'aspect problématique, c'est que quand on refuse
de revisiter, de réactualiser nos objectifs, nos aspirations, tôt ou tard, on va frapper un mur. Et c'est bien souvent uniquement quand on frappe le mur qu'on va les cogner à la porte du médecin. Et le médecin, il y a une nécessité d'intervenir à ce moment-là. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, si on prend l'habitude de toujours se remettre en question, de toujours regarder, tiens, je me suis engagé dans telle chose, est-ce que ça me convient toujours? Je fais tel type de sport, est-ce que j'ai le temps de me redéposer à un certain moment? Est-ce que ce que je fais comme job, comme papa, comme maman, est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui, de la manière dont je le fais? Et si cette prévention-là, au niveau d'ordre psychologique, se fait, il y a peu de chances qu'on frappe le mur tôt ou tard. Il y a le sport qui est nécessaire à faire. Il y a la qualité de la nutrition, de nouveau donner du sens à sa vie. Si ma vie n'a pas de sens, mais tôt ou tard, je vais frapper le mur. Donc, tous ces éléments-là vont contribuer à de la prévention de la dépression. C'est sûr que si on n'est pas capable de le faire seul, si on ne se sent pas bien entouré à ce niveau-là, bien, il faut consulter les professionnels. Il faut consulter quelqu'un qui va poser les bonnes questions, puis qui va mettre le doigt sur les causes de ces symptômes-là. Merci, docteur Surprenant. Merci, docteur Monzé, et merci de nous rendre visite à ce studio d'aujourd'hui. C'est ainsi que ça termine notre émission d'aujourd'hui. Espérons vous voir pour l'émission prochaine et d'ici là, gardez le sourire et bonne santé.